Hop, partie 4, donc cette fois-ci, on va s'intéresser à une autre méthode d'imagerie qui est pas mal plus répandue que la précédente, il s'agit de l'IRM. Donc l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, donc est un petit peu plus compliqué au niveau du principe de fonctionnement, parce qu'on parle d'imagerie par résonance magnétique, donc on va parler de spin, de particules, d'électrons, etc. Donc accrochez-vous bien, je vais essayer de vous le simplifier le plus possible. Mais donc, je vous encourage à des lectures pour accompagner tout ça qui pourront peut-être éventuellement vous aider. Donc, si on repart à la base, si on fait un zoom sur la matière, dans la matière, donc les électrons ont ce qu'on appelle un spin, donc on appelle le moment magnétique d'un électron, le spin qu'on peut voir un petit peu comme une direction de rotation des électrons sur eux-mêmes, qui va indiquer comme ça donc quel est le spin. Au repos, normalement, ce spin est orienté, ce moment magnétique spin est orienté dans des directions aléatoires dans la matière. Donc on les représente souvent comme ça, donc des électrons comme ça, avec des spins dans tous les sens. Donc l'idée, c'est dès qu'on met un champ magnétique continu, donc DC, on va appeler B0 ici, les spins se mettent à s'orienter, donc à suivre la même direction que le B0. Donc tous les spins se mettent à se redresser comme ça. Donc ça, c'est quand on les soumet à un grand champ magnétique. Et l'idée, c'est que quand on les met comme ça avec un champ magnétique, quand on les soumet à un champ magnétique permanent, ils s'orientent et ils se mettent à se tourner. Donc en gros, c'est comme si le spin, donc les électrons se tournent, mais le spin ici, donc la direction du spin, elle va bouger à 63 MHz. Donc typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ici, à 63 MHz, le spin, c'est comme j'ai mon B0 ici. Si je regarde un seul électron, il tourne sur lui-même, c'est l'équivalent, c'est ça que décrit le spin, mais le spin, donc la flèche ici, tourne autour de son axe. Donc cette flèche-là, elle va avoir différentes directions avec le temps. Et donc ça dépend de B0, et la fréquence de rotation est vraiment fixe, et c'est un chiffre très fixe qui dépend de B0, qui est de 63 MHz. Donc 63 MHz, on va appeler ça la fréquence de l'Armor. Donc c'est cette fréquence-là. Ok. Donc, ce qu'on voit là-dessus, cette vidéo-là, donc nos spins ici, quand on les expose à B0, ils se mettent à tourner. Et si on les expose maintenant à un champ alternatif, à la fréquence de l'Armor, à 63 MHz, donc on voit qu'ils vont être poussés à droite, à gauche, et ça va avoir pour effet de changer la direction du spin. Et donc, une fois qu'on arrête de mettre ce champ-là, le spin va tranquillement se réorienter vers la position de référence qui est induite par le B0. Si vous vous souvenez, on a un B0 comme ça. Et donc, si on attend, ils vont revenir tranquillement. Donc, on va le faire rejouer une dernière fois pour être sûr que vous comprenez. Donc, à t égale 0, j'ai B0 comme ça, qui fait que mes spins sont alignés. Et tout le monde tourne à 63 MHz. Avec 63 MHz. Et là, on va mettre un champ alternatif qui lui est perpendiculaire, et ça va orienter, faire bouger comme ça le spin, le moment magnétique. Et on voit que tranquillement, il va revenir jusqu'à sa position d'équilibre. Le spin va tranquillement passer de ça, et il va remonter avec le temps. Donc il va y avoir un effet de relaxation dans la direction comme ça, pour retourner vers la position initiale qui était vers le haut. Donc ça, c'est très théorique. Si on va un petit peu plus en détail, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai mon B0 qui fait que tous mes spins sont alignés ici vers le haut. On va l'exciter à la fréquence de l'Armor, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Mais en fait, ils ne vont pas tous être comme ça synchronisés. Au début, ils vont tous être synchronisés, mais en fait, il va y avoir une petite différence d'un électron à l'autre. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que voilà, ils ne tournent plus tous ensemble. Certains vont remonter plus vite que d'autres. Et certains vont aussi, ils vont pas se remettre à tourner comme ça à la même vitesse. Ils vont toujours tourner à 63 MHz sur eux-mêmes, à l'Armor, mais par contre, la façon dont ils étaient entraînés, on voit qu'il y a des temps de relaxation différents pour chacune des particules. Donc on va le rejouer une fois, et puis donc on a B0, on a un B alternatif ici, qui fait qu'au début, quand tout le monde est alternatif, tout le monde est en phase. Mais ensuite, si on attend, si on relâche, tout le monde ne revient pas à la même
Ce qu'on voit si on fait une analyse macro, c'est qu'on va avoir un temps, en moyenne, un certain temps pour que les particules reviennent à leur état d'équilibre, mais aussi, en moyenne, on va avoir un champ magnétique qui est à t égale 0, et quand on lâche, ça va être nul, mais tranquillement, on a un temps de relaxation dans une direction, dans la direction verticale, mais aussi dans la direction latérale. Donc, c'est ça que j'essaie d'illustrer ici, c'est qu'on va finalement avoir deux façons de faire. C'est dès qu'on met B0, il va être soit vers le... Ah oui, il va tourner, etc. Ensuite, s'orienter et relâcher. Mais dans la vraie vie, certains vont être... C'est une petite complexité supplémentaire, c'est que certains, dès qu'on va mettre sous forme de B0, certains vont se mettre parallèles. Donc le moment magnétique, le spin, orienté dans le même sens que B0, mais en pratique, il va aussi en avoir qui vont s'orienter dans l'autre sens. C'est une autre position d'équilibre. Donc juste pour complexifier la vie. Et donc, quand on rajoute l'onde RF, donc une onde ici à 63 MHz, perpendiculaire à B0, donc c'est ici ce qu'on appelle B1, ici, hein, qui va être RF, donc qui va dépendre dans le temps, ben le spin va se mettre à s'orienter. Comme je vous dis, là, on passe de quelque chose de parallèle à B0, donc le M c'est le spin si vous voulez, le moment magnétique, hop, on va s'orienter dans le plan XY ici. Et ensuite on va le relâcher. Donc, une fois qu'on l'a excité avec le RF, on a dit que le moment de spin, il était toujours aligné au RF, parallèle au RF, et comme je vous l'ai dit, dès qu'on va le relâcher, ben finalement il va se mettre à tourner et aussi à remonter tranquillement. Donc il y a deux effets, un effet de relaxation dans le plan XY, une spirale comme ça, et un effet de relaxation en Z, parce que le moment va remonter ici. Donc on a deux effets de relaxation, un effet de relaxation dans le plan, et un effet de relaxation perpendiculaire, en tout cas au parallèle au B0, au champ magnétique DC. Et donc l'idée, c'est vrai qu'on va mesurer ce temps de relaxation-là avec des coils, des bobines qui vont permettre de mesurer le champ magnétique résultant. Donc le champ magnétique qui va être comme un effet du spin localement. Parce qu'en théorie, si on regarde l'amplitude du signal dans un coil, ben ça va être quelque chose comme ça. Si on regarde un coil qui va mesurer ce qui se passe dans le plan XY, ben finalement, des fois, on va être proche, des fois, on va être loin du coil, des fois, on va être très proche, très loin, etc. Et donc, ça va osciller, puis on va tranquillement se relaxer jusqu'à ce que, donc, au début, vous vous souvenez, on était dans le plan XY, puis la trajectoire, elle faisait un truc comme ça, en plan XY, mais plus on attend, plus il se relâche dans ce plan-là, ben plus le M redevient vers sa position initiale. Ça, c'était le M à l'instant initial, et ensuite il vient vers là. Fait que si on mesure ce qui se passe dans le plan, ben, tranquillement, ça décroît jusqu'à un certain temps. Alors que dans l'autre direction, ça fait juste croître. Ça va juste grandir, on part de 0. À t égale 0, on est là, donc il n'y en a rien suivant l'autre plan Z. Et puis l'autre, ça fait que grandir. Et donc, ce qu'on mesure, ça va être le temps de relaxation. Ça va être l'enveloppe de tantôt, là, ce qu'on mesurait tantôt, qui était quelque chose qui oscillait, parce que ça se rapproche à ces temps, etc. Donc si on regarde l'enveloppe de ce signal-là, et bien finalement, on va avoir des temps de relaxation dans les deux directions, qu'on va appeler longitudinal, pour MZ, ce qui se passait dans la direction de B0, et sinon une magnétisation transverse, c'est dans le plan XY. Donc on a dit, dans MZ, on part à t égale 0, quand on relâche le champ RF, le champ à 63 MHz, on n'a pas de magnétisation, et tranquillement, quand on revient vers l'état d'équilibre, l'état sans le RF, ben, on se remagnétise suivant MZ. Alors qu'à l'inverse, suivant MCY, à t égale 0, dès qu'on coupe le champ RF, la magnétisation suivant XY, elle va chuter jusqu'à 0. Donc c'est ces deux effets-là qui vont nous permettre de voir ce qui se passe. Donc on va avoir deux temps de relaxation qui vont être finalement les pentes de ce machin-là. Donc ici, si on regarde le bleu, on va avoir une certaine pente. Ici, hop. Donc on va avoir un temps de relaxation, une pente de relaxation ici pour en Z, qu'on va souvent appeler, suivant Z, on va l'appeler 1, T1, donc le temps de relaxation 1, et ici le temps de relaxation 2, qui est relié à la pente de notre processus ici.
Et donc si on part d'un court T1, donc un temps très court, c'est que ça va très vite, et un temps très long, c'est que la pente est longue, donc ça met plus de temps à se relâcher. Donc c'est ces deux valeurs-là, T1 et T2, qui vont être données pour différents tissus. Et c'est la mesure, ultimement, ce qu'on va faire, c'est la mesure de ces temps de relaxation localement. Il faut être capable de localement aller mesurer, estimer T1 et T2 pour savoir quel type de tissu c'est. Parce que ce qu'on a observé, c'est que ces temps-là dépendent vraiment des types de tissus. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que finalement, pour un shot d'IRM, on va pouvoir avoir deux images. Une image en T1, ici, et une image en T2. Et l'idée, c'est que chacune des directions de polarisation, donc en longitudinal ou en transverse, T1 ou T2, chacun va avoir sa visibilité. Chacun va être sensible plus ou moins à des choses différentes. Donc typiquement, le sang va sortir différemment, certains organes vont sortir différemment dans les deux. Tout ce qui est osseux aussi va sortir différemment en T1, T2, etc. Donc ici, vous avez par exemple différentes échelles du noir au blanc pour T1 et pour T2, et vous voyez des choses qui sortent plus blanc dans l'un, qui vont être plus gris dans l'autre, etc. Donc ça peut être assez drôle là, de voir la différence comme ça. Donc c'est ça qu'il faut retenir, en fait on a deux images, T1 et T2, et qu'on va avoir des choses différentes. Donc en pratique, à quoi ça ressemble ces appareils-là? Donc ça ressemble beaucoup, ça va vous rappeler un petit peu la tête d'un TEP, d'un PET ou d'un CT scan. Donc toujours pareil, quelque chose de rond avec un lit pour pouvoir faire la translation, pour pouvoir faire avancer le patient. Sauf que cette fois, le tunnel va être beaucoup plus grand. Autant que ce soit en PET ou en CT scan, c'était des choses assez peu volumineuses. Là, l'anneau est beaucoup plus grand et beaucoup plus complexe. Donc on va vraiment le patient rentre vraiment dans un tunnel. Et qu'est-ce qu'il y a dans le tunnel? Alors, donc l'idée, il va déjà y avoir des aimants. On va rentrer dans un gros électroaimant pour pouvoir faire le champ magnétique B0, donc qui est gigantesque. Donc on parle de plusieurs Tesla, 2 à 4 Tesla d'habitude, pour le champ magnétique B0, le champ DC, pour pouvoir orienter le spin de tout le monde. Donc ensuite, il va y avoir dans ces aimants, donc ça c'est souvent des aimants qui vont être des supraconducteurs refroidis avec de l'azote liquide, donc tout un système de refroidissement pour arriver avec des supraconducteurs, pour pouvoir faire des solénoïdes très très performants. Et à ça se rajoute ce qu'on appelle des coils de gradient qui, eux, vont s'occuper de générer le champ RF, donc celui à 63 MHz. Et pourquoi on appelle ça gradient? C'est qu'en fait, il y en a partout, ces petites antennes-là, et c'est eux qu'on va focaliser. Donc en envoyant le bon signal à plusieurs antennes, on va être capable de dire le champ RF, le 63 MHz, eh ben, on va l'appliquer à une certaine zone localisée chez notre patient. Et ensuite, on va avoir nos antennes RF qui, elles, vont s'occuper de mesurer ce qui se passe dans les deux directions, donc dans le plan XY et dans le plan Z, donc en transverse et en longitudinal. Et c'est ces petites antennes-là de capteurs qui vont pouvoir mesurer le temps de relaxation à l'endroit qui est excité. Donc l'idée, le B0 est généré partout, lui. On génère le B0 dans toutes les directions, dans tout le corps, tout le temps. Et ensuite, on va mettre le RF juste, c'est comme s'il était focalisé à l'endroit qui nous intéressait, avec la fréquence qui nous intéressait pour que ça fonctionne. Et ensuite, on va pouvoir mesurer ça. Et ensuite, on fait translater le patient à l'intérieur pour pouvoir déplacer éventuellement le patient. Donc, à quoi ça sert? Donc, l'idée, c'est des applications pour l'imagerie de tissu mou. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit en T1 ou en T2, ben en fait, la méthode d'imagerie offre de très facilement différencier les différents types de tissus mous. Donc, tout ce qui est du musculaire, du cardiaque, de l'oncologie, système nerveux, en neurologie, on a une très très bonne résolution dans les tissus mous. Les différents types de tissus, on peut discriminer, c'est ça, des fibres musculaires. Donc ça va être très très bon pour ce qui est mou. Par contre, pour tout ce qui est tissu dur, on va absolument rien voir. On va avoir très peu d'interaction avec les tissus durs. Et donc ça va être des choses assez peu résolues. Donc c'est ce qu'on voit là-dessus. Là, on n'a quasiment pas de signature du squelette. Donc là, c'est vraiment des coupes
c'est de l'imagerie 3D, hein, le résultat, ce que j'ai dû le dire avant. Et là, on voit des coupes du résultat. Et on voit pas du tout de crâne, on voit vraiment juste ce qui se passe au niveau de la matière grise de différents organes. On va voir les yeux, on va voir, etc. Donc, on voit les yeux ici qui arrivent, le bulbe oculaire. Donc, c'est vraiment ce genre d'image-là. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est que ça nous permet d'avoir des images 3D et des images des tissus mous de manière précise. Ça permet également de faire de l'imagerie qu'on va appeler fonctionnelle. Donc, comme pour le PET, on pourra encore une fois injecter un agent de contraste qu'on va appeler. Donc, ça va être quelque chose, ça peut être des nanoparticules, ou en tout cas, il existe différents produits qu'on va appeler des agents de contraste de manière générale, qui eux vont réagir fortement au champ magnétique appliqué. C'est comme si on va pouvoir faire, grâce à l'IRM, c'est comme s'ils avaient une réponse bien spécifique, et ils pouvaient marquer le signal d'IRM. Donc plus on va appliquer d'oxygène, par exemple, plus ils vont devenir magnétiques. Donc l'idée, c'est on va comme faire un marqueur pour voir quelles zones du cerveau vont être très oxygénées. Donc ça peut être des marqueurs pour faire de l'imagerie, encore une fois, fonctionnelle. Donc on peut voir comment fonctionne notre organe et comment ça s'applique tout ça. Donc c'est aussi, on peut faire de l'imagerie fonctionnelle en IRM. Moins courant, plus côté recherche, mais ça se fait. Et c'est ça, donc au niveau imagerie fonctionnelle, les résultats vont être en 3D, puis on va voir ce qui se passe, les zones sous-oxygénées ou sur-oxygénées. Donc c'est des choses, encore une fois, de côté recherche, là c'est pas du tout des choses utiles du côté clinique, mais c'est des choses qu'on est capable de faire. Donc avec des résolutions assez faibles au niveau des zones, mais ça a permis de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc l'avantage, c'est qu'on voit plus, ça va plutôt être pour de l'oxygénation, voir quelle est l'oxygénation des zones du cerveau par rapport au PET scan qui va plus être la consommation en sucre, donc l'activité. Dans les deux cas, c'est des traces d'activité, mais ça va être souvent associé à des façons de fonctionner différentes. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que l'imagerie par IRM, donc c'est une méthode qui n'est pas ionisante par rapport au PET. Donc on n'a pas de marqueur radioactif, on ne se prend pas de radiation, on pourra en faire 50 dans l'année, il n'y aurait aucun souci. Ça permet de faire du 3D, donc de l'imagerie 3D, très pratique. Ça a une très bonne résolution, on parle à peu près d'une centaine de microns, donc c'est bien mieux que le CT scan par exemple, pour notre imagerie 3D, donc c'est mieux qu'un CT scan. Et c'est très bien appliqué pour les tissus mous. Alors que les CT scans étaient bons pour les tissus durs, le PET c'était vraiment pour voir la consommation de sucre, et les rayons X, encore une fois, pour les tissus durs. Mais là, pour les tissus mous, c'est le mieux qu'on peut aller voir, pour distinguer vraiment des choses fines dans les organes, il n'y a pas mieux. Donc pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas plus? Parce que ça coûte une fortune à opérer. Pourquoi? Parce que justement, comme je vous disais, il faut créer ce champ magnétique B0 qui est intense, donc ça prend du refroidissement proche du zéro absolu pour pouvoir avoir des supraconducteurs. Ça prend des champs magnétiques RF, des capteurs assez complexes. Ça prend des grosses installations, ça consomme beaucoup d'énergie. Il peut y avoir des artefacts d'imagerie qui sont dus en fait au fait que l'examen est quand même assez long. On parle à peu près une dizaine de minutes pour un patient qui va rester comme ça accroché sur la table mouvante. Donc il peut y avoir des artefacts qui sont dus à des micro-mouvements, qui peuvent être dus à des mauvais alignements. Donc ça peut être problématique. La longueur du test, quand même, c'est ça, une dizaine de minutes. Des problèmes magnétiques, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, là, il faut générer des champs magnétiques de l'ordre de 2 Tesla. Donc s'il y a le moindre objet métallique dans la pièce, l'objet va se faire aspirer par l'appareil d'IRM. C'est des champs magnétiques très intenses. Donc il faut vraiment agir dans des lieux complètement isolés magnétiquement, et puis il faut vraiment faire attention de rien avoir sur soi. Si vous avez un déplombage par exemple, ça ne marche pas. Et des fois on peut avoir des problèmes de localisation de la position. Donc c'est comme si en tout cas, des problèmes d'inhomogénéité à l'intérieur de l'appareil qui font que certaines zones vont être mieux résolues que d'autres. Donc ça c'est pas un vrai problème, là. Le dernier on peut un petit peu l'oublier. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très cher et que ça dure quand même assez longtemps. Donc,
Voilà qui fait le tour pour les RM. Donc, comme je vous dis, la physique est pas mal plus compliquée. Je vous l'ai simplifié à outrance. J'ai fait des petites ellipses et des simplifications. M'en voulez pas, là, c'était juste pour faire une petite introduction rapide. Donc, si vous voulez aller plus en détail, donc il y a des lectures sur le site du cours. Voilà.